C'est bon, c'est parti. Merci. Donc bonsoir, merci d'être présent. On va commencer. On attend encore des personnes, mais elles vont se connecter au fur et à mesure. Donc cette série de webinaires sur l'inclusion scolaire qui seront tous animés et présentés par Magali Barter, qui se présentera après. Donc cette série de webinaires, il y en a 3. Ils sont organisés par l'association Constellation, que je pense vous connaissez. Donc on est un réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés sur Nantes et son agglomération. Et on propose 3 services à destination des familles. Donc l'accompagnement et le soutien individuel, des services liés au répit et des ateliers de vie collective et des ressources pour outiller les parents sur leurs droits. Et c'est dans le cadre de ces ressources notamment qu'on a lancé cette série de webinaires. Les 2 autres webinaires auront lieu le 18 avril et le 23 mai. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site internet. La spécificité de l'association, c'est la pérédance, c'est-à-dire que sur 12 salariés, on est 8 parents d'enfants en situation de handicap, dont 6 intervenants de pair qui accompagnent individuellement les familles. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long sur Constellation. Je pense que vous nous connaissez, puis si vous ne connaissez pas, les informations sont sur notre site internet. N'hésitez pas à nous, à nous contacter. Et puis, juste, petite consigne liée à la visioconférence, si vous pouvez, couper les micros quand vous ne parlez pas, ça évitera les bruits parasites. Voilà, je vous remercie et je laisse Magali, enchaîner. Et bonsoir, je vais partager ma présentation, voilà. Alors, il faut juste que je règle un petit truc, voilà, pour que j'ai, Teams, en parallèle. Bonsoir, bienvenue, pour ce webinaire sur, l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Hem Et essentiellement sur tout ce qui est autour, du droit et des recours possibles pour les parents pour faire scolariser des enfants en situation de handicap. Le titre, il est pas anodin, hein. Je mets bien inclusion scolaire des élèves en situation de handicap parce que ce sont avant tout des élèves et heu et le droit, l'affirme aussi et on va le voir ce soir. Donc ce soir, pour le premier webinaire, je voulais refaire, un point sur, les notions de base du handicap, et quelle est leur application dans le champ de la scolarité. Donc au programme ce soir, une petite introduction, la définition du handicap telle que, elle est, définie dans la loi, en France et à l'international. Des notions relatives au handicap, notamment tout ce qui est autour de la discrimination, qu'est-ce que l'inclusion? Et aussi important, l'autonomie et l'indépendance. Qu'est-ce que la différence entre l'autonomie et l'indépendance? Parce que quand on parle de scolarisation d'élèves en situation de handicap, on tourne ces mots viennent souvent, dans la discussion et c'est bien de savoir exactement de quoi on parle et ensuite, je présenterai la scolarité des élèves en situation de handicap, comment, ça se passe, lorsque à l'inscription à l'école ou lorsque le handicap survient alors que, l'élève est déjà inscrit à l'école. Donc, je suis Magali Barter, je fais partie du réseau Capen Pro France. Le réseau Capen Pro France, c'est un réseau de référents handicap indépendants, qui a été créé pour, mutualiser des connaissances et des ressources au niveau de référents handicap, sur le territoire français. C'est un réseau où on partage beaucoup, d'expériences, d'outils, et cetera. Donc on a un site internet si ça vous intéresse, hein. Le référent handicap, c'est, essentiellement, dans l'emploi, la personne dans l'entreprise qui va favoriser, l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais nous, chez Cap Pro France, on voit, le côté beaucoup plus transverse, de la vie des personnes en situation de handicap et ça, de toute façon, pour accéder à l'emploi, il faut commencer par l'école. Et donc, voilà, on accompagne les personnes en situation de handicap et les organismes, qui les accompagnent aussi, depuis, la scolarité jusqu'au départ à la retraite, voire plus loin. Alors, à propos de moi, je suis, de formation, en fait, pas du tout référente handicap, je suis, ingénieure en informatique de formation, et je suis aussi, aidante de Ludovic qui a 12 ans, qui est porteur du syndrome d'Angelman et c'est à ce titre-là que j'ai découvert le handicap. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de me spécialiser dans la communication alternative. Oui, j'ai pas dit ça non plus, je suis, consultante en communication alternative, et augmentée, et j'ai voulu me former, dans le handicap pour devenir une professionnelle
Euh, je ne connais pas votre expérience par rapport à la scolarité de vos enfants, mais moi, ce qui me gênait, c'est qu'on me retournait toujours que j'y comprenais rien parce que je n'étais qu'un parent. Donc, j'étais têtue et j'ai voulu passer un diplôme pour dire je ne suis pas qu'un parent, je suis aussi un professionnel du handicap. Je suis aussi administratrice de l'AFSA, donc l'Association française du syndrome d'Angelman, et secrétaire d'une association locale d'accompagnement de familles en situation de handicap. Et je milite pour les droits des enfants et surtout à leur scolarisation, à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Alors, je vais revenir sur des notions de base, mais parfois c'est bien d'avoir les notions de base pour savoir de quoi on parle et faire valoir le droit des enfants à la scolarisation. Donc, qu'est-ce que le handicap? Le handicap, à l'origine, ça vient d'un jeu euh, anglais qui s'appelait Hand in Cap, donc la main dans le chapeau, qui était un échange de biens à l'aveugle. Et la valeur était contrôlée par un arbitre qui vérifiait au moment où le bien était mis dans le chapeau que les valeurs étaient équivalentes. Donc c'est un jeu qui concerne l'égalité des chances. Et ça s'est transféré dans le milieu hippique au handicap des chevaux dans les courses euh, où pour que les chevaux soient à égalité et aient la même chance sur la course, on met des poids dans les selles des chevaux pour les chevaux qui ont des jockeys plus légers. Donc le jockey qui fait 3 kilos de moins, qui est le jockey de tête, on va mettre 3 kilos sur la selle pour que le cheval porte le même poids que celui qui est au milieu et que celui qui est au bout, qui lui a un poids d'1 kilo supplémentaire. Donc il s'agit en fait, le handicap, finalement, le mot handicap, l'origine du mot, concerne une égalité de chance. Alors le handicap à travers les âges, il a beaucoup évolué. Au départ, on avait beaucoup, au Moyen Âge, une confusion entre la pauvreté, la mendicité, le handicap, parce que c'était des notions qui étaient souvent très liées. On cachait les personnes qui étaient en situation de handicap. C'est le siècle des Lumières qui a introduit des réflexions sur l'égalité des hommes et a commencé en fait à avoir des initiatives ponctuelles d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Euh, on commence ensuite au 19e siècle et jusqu'à en fait, la guerre de 14 qui ouvre le droit à la réparation, notamment des soldats qu'on appelait les gueules cassées, où la nation se doit réparation en fait du préjudice et du handicap créé par la guerre, et où on commence à avoir une notion d'égalité. Et à partir des années 1950, on commence à avoir la notion, donc c'est une loi de 1957 qui utilise pour la première fois le terme de travailleur handicapé et qui aborde la notion de priorité d'emploi, donc avec l'apparition d'emplois réservés pour les personnes en situation de handicap. Et à partir de la loi de 1975, on introduit des lois fondamentaux où le droit au travail devient un droit des personnes en situation de handicap aussi bien que tout le monde, avec un droit à un minimum de ressources et dans la loi de 1975 déjà, le droit à l'intégration scolaire et sociale. C'est la loi de 2005 qui introduit l'égalité des droits et des chances. Et donc là, on commence bien à parler d'égalité des chances. Et donc la loi qui, on va voir tout à l'heure dans la définition du handicap dans cette loi-là, introduit la situation de handicap. Le fait que ce soit l'environnement qui est responsable du handicap et non la personne qui est en elle-même responsable de son incapacité. Donc la définition légale au sens de la loi du 11 février 2005, c'est constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions. Et là, on a la liste des handicaps physiques, sensoriels, mentaux, cognitifs ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, dans la loi de 2005, on a déjà l'introduction de deux notions qui n'existaient pas dans la loi avant, qui sont celles du polyhandicap et du trouble de santé invalidant. Et également du handicap psychique.
Alors, cette définition-là, elle est induite par la Déclaration internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU, qui, on va le voir, on va en reparler tout à l'heure, qui introduit cette notion de modèle social du handicap. Donc, au sens de cette loi, le handicap, c'est une restriction qui est subie dans un environnement. Et donc, en fait, on va essayer de compenser le fait que la personne se trouve handicapée dans un environnement et on va essayer de changer son environnement, de l'améliorer pour qu'elle puisse accéder, comme tout le monde, à la vie en société. Et donc, on passe en fait d'un modèle médical à un modèle social. Donc, le modèle médical, c'est que la personne est responsable de son problème. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas elle ne peut pas se déplacer, elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle a besoin de soins, etc. Vers un modèle social, c'est-à-dire que c'est plutôt son environnement qui n'est pas adapté à ses capacités. Donc, voilà, la personne ne peut pas se déplacer ou monter des escaliers, c'est parce qu'il manque un ascenseur pour lui permettre de se déplacer. L'école n'est pas accessible parce qu'elle ne lui permet pas d'être accessible. Et donc, dans ce modèle social, c'est la société qui est le problème et qui doit s'adapter à tout le monde, que ce soit les personnes en situation de handicap, mais en fait, plus généralement à tout individu, pour que chaque individu ait une participation pleine et entière à la vie en société. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de situation de handicap? Donc, par rapport à cette loi, on a toujours la notion donc, de quelque chose qui est subi dans l'environnement. Et on va faire un petit quiz. Vous allez pouvoir ouvrir vos micros. Est-ce que la personne que vous allez voir dans les images est en situation de handicap? Alors, est-ce que là, Emmanuel Macron, qui fait du tennis fauteuil, est en situation de handicap? Ou est-ce que c'est le joueur de tennis fauteuil à l'arrière qui est en situation de handicap? Vous pouvez ouvrir vos micros pour commenter. Oui, a priori pas situation de handicap. Voilà, le joueur de tennis fauteuil qui fait Roland-Garros en tennis fauteuil, bah, il va être moins en situation de handicap sur une partie de tennis fauteuil que Emmanuel Macron qui est potentiellement un joueur de tennis mais pas en fauteuil. Donc là, on replace en fait la situation de handicap dans le contexte. Une deuxième image. Là, est-ce que vous seriez en situation de handicap pour lire ce livre? Mais Voilà. J'ai pas entendu, j'ai entendu qu'un tout début de phrase. aveugle. Il faut être aveugle pour pouvoir lire le braille, oui. Alors, il faut connaître le braille. Il ne faut pas forcément être aveugle, hein, ni malvoyant, mais par contre, il faut avoir appris. Moi, je n'ai pas appris à lire le braille, c'est très compliqué. Alors, effectivement, les personnes qui sont privées d'un sens ont souvent des autres sens qui sont plus développés, mais il y a des personnes qui ne sont pas aveugles et qui savent lire le braille. Moi, par contre, je me retrouve en face de ce livre. Pour moi, je ne suis pas capable de le lire. Donc, je suis en situation de handicap pour lire ce livre. Par contre, une personne qui est aveugle, qu'on considère comme étant une personne en situation de handicap, quand elle lit ce livre parce qu'elle a appris le braille depuis toute petite, elle, au contraire, ça lui permet d'accéder à la lecture d'un livre. Donc, c'est bien, là, on revient bien dans le contexte donc, du handicap, hein, de la situation. Donc, est-ce que ici, cette personne-là est en situation de handicap pour se rendre à l'étage? Bah là, oui. Là, évidemment, elle est en situation de handicap. Mais par contre, si on lui fournit un ascenseur pour se rendre à l'étage, est-ce qu'elle est encore en situation de handicap dans l'action aller se rendre à l'étage? Non, du coup. Ok. Je vois Séverine qui dit, je ne vois pas les photos. Est-ce que vous voyez la présentation quand même ou pas? Ah oui, on la voit bien. D'accord. Pareil, ça marche bien. Ok, très bien. Donc voilà, c'est vraiment la situation de handicap, on la replace dans son contexte où on va pouvoir amener, alors il y a des cas de limitation, on ne va pas toujours pouvoir amener une solution de compensation complète qui va pouvoir compenser le handicap, mais par contre, tant que faire se peut, on va essayer d'aménager l'environnement pour diminuer cette situation de handicap, voire la gommer dans certains cas. Alors le handicap en chiffres, d'accord, Séverine, excusez-moi,
Bah, l'écran est au maximum chez moi. Je sais pas, Sandrine dit qu'elle ne voit pas les photos. Oui, non, c'était un conseil pour Séverine, peut-être d'agrandir l'écran, mais si tout le monde le D'accord, voit, je sais pardon. pas. Ouais. Ok. Il n'y en aura pas beaucoup des photos. Si vous voyez la présentation, c'est déjà l'essentiel. Au niveau du handicap en chiffres, le nombre de personnes en situation de handicap en France, c'est 12 millions. Ça représente 18% de la population. Donc, ce n'est pas négligeable hein, du tout, loin de là. Un chiffre qu'on ramène, qu'on rappelle souvent, c'est 2% des personnes en situation de handicap qui sont en fauteuil roulant, parce que l'image de la personne, enfin du logo même, du logo handicap, c'est une personne en fauteuil roulant. Et donc, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, c'est beaucoup des personnes qui ont un handicap moteur. Et en fait, non, ça représente que 2% des personnes en situation de handicap. Donc, les situations de handicap, elles sont multiples et très diverses. Alors, de même, le handicap, il est acquis dans 85%, donc il survient au cours de la vie d'une personne dans 85% des cas, et il n'est de naissance que pour 15% des personnes en situation de handicap. Donc, moi, quand je fais des formations aussi et des sensibilisations dans le milieu professionnel, j'explique qu'un salarié sur deux, un actif sur deux se retrouvera en situation de handicap temporairement ou de façon permanente au cours de sa vie active. Voilà, donc ça touche tout le monde, en fait. Le handicap visible ne représente que 20% des handicaps. Tous les autres handicaps sont invisibles. Donc, on va avoir des handicaps comme la surdité, certainement la malvoyance, des handicaps psychiques, voilà, de l'autisme, qui sont des handicaps invisibles dans la... On a perdu principale Magali. cause Oui, je pense que vous m'avez peut-être un peu perdu. C'est bon, t'es revenu. C'est bon. Donc, j'en viens à la discrimination. Le handicap est la première cause de discrimination rapportée aux défenseurs des droits en France depuis plus de 3 ans. Et donc, c'est important d'expliquer ces mécanismes de discrimination qui vont pouvoir être mis en avant lorsque la scolarité va être refusée. Donc, la discrimination, en fait, ça part d'une opération mentale qui est la catégorisation. Tout le monde catégorise. Je vais juste repasser hop, à ma présentation. Je vais y arriver. Voilà, tout le monde catégorise. C'est une action naturelle. En fait, le cerveau n'a pas le temps quand il voit quelque chose, n'a pas le temps de réfléchir. Est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est loin, c'est près? En fait, le cerveau catégorise déjà. Donc, il voit un objet, il va le catégoriser. Il va dire, oh, c'est un objet vivant, enfin, c'est un être vivant, c'est quelque chose d'inerte, etc. Donc, ça, c'est une opération mentale qui est naturelle et qui est nécessaire à notre compréhension de l'environnement. Sur les catégorisations, notre cerveau va créer des stéréotypes. Un stéréotype, ça va être une croyance, mais qui est neutre, en fait, qui n'a pas de côté négatif ou positif. Les stéréotypes, c'est des images toutes faites. Par exemple, les étrangers ont tendance à penser que les Français sont des gens avec un béret et une baguette sous le bras. Nous, ça nous fait rire parce que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du stéréotype. C'est ni positif ni négatif, mais c'est une image que les étrangers peuvent avoir du français moyen. Avec le béret aussi. Et la marinière, voilà. Euh, dans certains cas, on pourrait dire que le stéréotype, il a une fréquence statistique, parce que ça représente beaucoup de gens. Alors, pas forcément le français avec le béret et la baguette sous le bras, quoique la baguette, effectivement, c'est quelque chose qui est considéré comme étant purement français. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de côté positif ou négatif. Par contre, sur un stéréotype, on va construire des préjugés. Et là, c'est avoir une attitude particulière, positive ou négative, par rapport à un stéréotype. Et là, ça va du coup être soit
soit positive. Généralement, ce qu'on va parler de discrimination positive, mais des préjugés, voilà, plutôt positifs. Cette personne-là, elle est toujours souriante, mais ça ne veut pas dire que, bah voilà, on pense qu'elle est toujours souriante, c'est un préjugé parce que bah, ça ne veut pas dire qu'elle, par moment, elle peut aller mal. Alors, la plupart du temps, les préjugés, pardon, sont négatifs. Et porte atteinte du coup à la vision qu'on a d'une personne. Donc une personne en situation de handicap, par exemple, ben, qui ne peut pas se déplacer correctement, qui doit avoir besoin d'un fauteuil, ben, on va avoir un préjugé en disant bah oui, mais c'est embêtant parce que je dis bonne nuit à mon fils, désolée. C'est embêtant parce que voilà, elle est plus faible qu'une autre et donc je pense qu'elle ne peut pas travailler comme les autres. Bon, ça, c'est un préjugé négatif sur une personne en situation de handicap. Là où il y a une discrimination, c'est qu'il y a un acte, en fait, il y a vraiment un acte qui implique une différence de traitement et où, bah, typiquement, ça va être la personne en fauteuil, je pense qu'elle n'est pas capable parce qu'elle est en fauteuil roulant et donc je vais lui refuser l'accès à l'emploi. Et ça, c'est une discrimination. Ou je considère que tel enfant qui a tel handicap n'est pas capable d'apprendre et donc je vais lui refuser l'accès à l'école. Refuser sur la base de la loi, la discrimination, je vous le mets, c'est un traitement défavorable qui repose sur un critère prohibé par la loi et qui donne lieu à une action concrète dans un des domaines couverts par la loi. Donc le traitement défavorable, c'est un refus de droit fondamental. Le critère prohibé par la loi, dans notre exemple, c'est le handicap et les domaines qui sont couverts par la loi, c'est l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès à l'instruction et à la formation, aux lieux publics et aux services publics. Donc, par exemple, si on refuse l'accès à un enfant en situation de handicap alors qu'il a l'âge de l'obligation scolaire, c'est un refus de droit. Le droit fondamental qui est couvert par la loi, c'est l'instruction, c'est l'accès à l'éducation. Et le critère prohibé par la loi, c'est le handicap. Donc, refuser un enfant à l'école, un enfant en situation de handicap à l'école, c'est une discrimination. L'inclusion, donc la notion d'inclusion, pourquoi est-ce qu'on parle d'inclusion scolaire ou d'école inclusive? L'inclusion, elle, c'est une autre notion, c'est une notion qui n'a pas de définition en soi, qui est plutôt le contraire de l'exclusion. Et donc, les racines sont ex, hors de, excludere, fermé, donc littéralement enfermé au dehors. Et donc, l'inclusion, c'est l'inverse, c'est permettre à l'ensemble de la société d'avoir une participation pleine et entière pour tout le monde. Alors, je suppose que vous connaissez ce petit schéma qui vient d'Optoys, qui est donc l'exclusion, c'est les petites croix sont à l'extérieur du cercle sociétal et donc sont exclus. C'est la société qui met à l'écart ceux qui sont différents. L'intégration, c'est on veut bien qu'ils soient dans la société, mais par contre, on les met tous ensemble et on leur demande de s'adapter à la société. L'inclusion, c'est la société qui s'adapte à tous et tout le monde a les mêmes droits sur les bases de l'égalité des chances. Voilà. En termes d'inclusion, au niveau de l'école, j'ai repris cette infographie qui me paraissait intéressante. C'est le même principe. L'intégration, on demande à intégrer un enfant en situation de handicap à l'école. On lui demande de s'adapter à l'école. On lui demande de rester assis, de ne pas parler, de ne pas crier, de ne pas faire de bruit. Et dès qu'il va sortir de cette norme qu'on lui demande à l'école, ben, il va être stigmatisé parce qu'il va être considéré comme étant différent. Et c'est une approche qui est centrée sur les déficits problèmes et qui se rapporte plus à la vision médicale du handicap. Une école vraiment inclusive, c'est une école qui s'adapte aux enfants et qui va s'adapter à tous les enfants, qui sont en situation de handicap ou pas. Ça permet des adaptations qui sont bénéfiques pour tous, ceux qui vont aller un peu moins vite, mais qui ne sont pas forcément en situation de handicap, ceux qui vont avoir des besoins particuliers d'apprentissage, ceux qui, au contraire, ceux qui vont avoir des facilités aussi. Et c'est une approche qui est centrée sur l'environnement qui est facilitateur.
Pour reprendre les termes du site de l'Éducation nationale, le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. Et donc, l'école inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, donc sur le temps d'obligation scolaire, par la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. Mais ça, c'est valable. Alors là, on parle d'élèves en situation de handicap, mais ça serait valable si on regarde la dernière phrase pour tous les enfants, pour tous les élèves. Une autre notion qui est relative au handicap et qu'on va retrouver assez souvent, c'est la différence entre l'autonomie et l'indépendance. L'autonomie, c'est la capacité d'un individu à se gouverner. L'indépendance, c'est sa capacité à agir seul. On entend souvent à l'école, il n'est pas assez autonome. En fait, souvent, les élèves en situation de handicap sont plutôt dépendants que non autonomes. L'autonomie, c'est aussi gérer sa propre dépendance, c'est-à-dire pouvoir décider qui va nous aider quand on a besoin de quelqu'un. C'est donc être indépendant par rapport à une décision et pouvoir choisir, par exemple, un élève de maternelle, quand il va arriver en classe, il va avoir le choix de l'activité qu'il va faire parce que c'est un temps libre au début, en attendant que tout le monde arrive, etc. Et il va avoir le choix de son activité. Ça, c'est de l'autonomie. C'est-à-dire que sous prétexte que l'enfant en maternelle est en situation de handicap, on ne devrait pas lui imposer une activité particulière parce que c'est celle dont on pense qu'elle serait le mieux pour elle. Là, on laisse choisir les autres élèves, on donne une autonomie aux autres élèves, on doit donner l'autonomie aussi à l'enfant en situation de handicap. Voilà. L'autonomie, c'est à opposer à l'hétéronomie qui est le fait que quelqu'un d'autre gère ce qui arrive à une personne sans lui demander son avis. Et l'indépendance, c'est la capacité à agir seul dans les activités physiques, psychiques ou sociales. Et donc, c'est l'inverse de la dépendance. L'autonomie se construit parce qu'effectivement, les enfants, quand on les élève au début, on choisit pour eux, hein, et puis on leur apprend à se développer, à s'autodéterminer, et donc ça se construit. La dépendance, elle est de fait. Quelqu'un qui est dépendant, on va pouvoir travailler sur de la rééducation pour la rendre moins dépendante, mais par contre, voilà, ça se compense. Ça se construit dans le sens où ça se rééduque, on va dire. À l'école, donc l'autonomie et l'indépendance, elles vont se construire comme ça. L'élève peut être dépendant d'un accompagnant. Donc ça, on le verra au niveau de la compensation du handicap à l'école. Mais il peut être autonome, donc il peut choisir ses activités. Par exemple, on peut lui laisser le choix de choisir ses activités, des sujets qu'il souhaite aborder quand il y aura des présentations, voilà. Des réponses qu'il doit donner à l'école, etc. L'autonomie, c'est aussi co-construire avec l'élève. Donc, l'accompagnant doit favoriser l'autonomie de l'élève en lui permettant de faire ses choix. Par contre, prendre en charge ce que l'élève ne peut pas faire, c'est une prise en compte de la dépendance. Par exemple, un élève qui n'aurait pas de bras, qui aurait des amputations par exemple, ou une agénésie, qui n'a pas de bras. Ça veut dire qu'il est dépendant totalement pour l'écriture à la main. Est-ce que ça signifie qu'il ne peut pas s'exprimer? Est-ce que ça signifie qu'il ne peut pas écrire? En fait, on n'envisage pas quand il s'agit de handicap purement physique. On va trouver des moyens, on va chercher des moyens de compensation. On va lui proposer d'utiliser d'autres moyens pour écrire. Et donc là, l'écriture, c'est une façon de s'exprimer de façon autonome. Ça va être plus compliqué, en fait, dans l'imaginaire collectif pour des élèves qui seraient avec un polyhandicap, par exemple.
ou sur les dyspraxies importantes. Est-ce qu'on attend que l'écriture à la main elle arrive pour reconnaître que l'élève a accès à l'écriture ou pas? Est-ce qu'on ne va pas lui proposer un outil comme un ordinateur par exemple pour accéder à l'écriture tout en travaillant effectivement potentiellement le graphisme, mais souvent dans le domaine de l'écriture, on confond le graphisme et l'écriture en elle-même. Or, aujourd'hui, on écrit de moins en moins à la main. On tape à l'ordinateur, on écrit sur son téléphone. Et donc, en fait, l'écriture, euh, beaucoup plus, beaucoup moins complexe, en fait, que ce qu'on pense physiquement. Alors, je vais juste revenir sur Teams et vous demander si vous avez des questions jusque-là. Ok, on va avancer alors, du coup, très bien. La scolarité des élèves en situation de handicap. Donc là, on va en venir au côté plus relatif à l'école en elle-même et à son organisation. Donc l'école s'inscrit dans un cadre législatif relatif aux personnes handicapées. Donc, qui commence par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été votée à l'ONU en 2006 et qui a été ratifiée par la France en 2010. Lorsqu'une convention internationale est ratifiée, non seulement signée, mais ratifiée par la France, elle a force de loi dans un pays. Et donc, en 2005, la loi du 11 février 2005, elle a été créée pour anticiper le fait que la Convention internationale des Nations Unies allait arriver avec sa vision sur les personnes en situation de handicap, qui était une vision sociétale. Et donc, pour anticiper l'inscription de cette convention dans la loi de 2005 a été créée. Dans la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées, il est écrit que les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. Ils veillent à ce que les enfants et les personnes handicapées ne soient pas exclus sur le fondement de leur handicap du système d'enseignement général. Et donc, cette convention qui est ratifiée à force de loi, et elle est juridiquement contraignante pour l'État français. Et donc la loi du 11 février 2005, elle dit exactement la même chose. Elle dit que tout enfant en situation de handicap est de droit un élève. Il est inscrit dans l'école de son quartier et il doit avoir accès à l'éducation. En 2019 est sortie la loi pour une école de la confiance, en fait, qui redit la capacité potentielle de l'école d'être une école inclusive. Elle crée un service public de l'école inclusive à l'intérieur de l'éducation nationale. Ce qui change avec la loi, par cette loi, c'est pour les élèves et leurs familles un entretien entre les parents, les professeurs et l'accompagnant qui est obligatoire dans le premier trimestre de la scolarisation pour tous les ans. Une coopération renforcée entre tous les acteurs, l'école, le secteur médico-social et les collectivités territoriales, et qui reconnaît aussi la place des parents dans l'école et la relation de confiance que doivent avoir les parents et les enseignants. Pour les accompagnants, pour les accompagnants scolaires, elle a introduit un statut renforcé, plus de contrats aidés, par exemple. C'est un recrutement par un contrat de 3 ans minimum. Ça reste encore précaire, on ne s'en cache pas. Mais c'est déjà une petite avancée sur la reconnaissance du métier d'accompagnant scolaire. On a aussi la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui a été ratifiée par la France en 1990, donc plus tôt. Et c'était la première fois dans l'histoire qu'un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans. En fait, que les enfants soient des êtres à part entière qui ont des droits sociaux, économiques, culturels et politiques, et des droits fondamentaux obligatoires et non négociables, comme le droit à l'éducation qui est inscrit dans l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Et donc, comme elle est ratifiée par la France, c'est la même chose. Elle est juridiquement contraignante pour l'État français. Donc, tout ça, c'est tous des textes de loi qu'on va pouvoir faire valoir pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. Donc, je reviens là, j'ai une liste de textes de référence, donc ceux que je vous ai cités, mais aussi la loi de 2005 qui aussi est déclinée dans le Code de l'éducation, qui précise que le service public est conçu et organisé en fonction des élèves et qu'il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction, que ce soit le handicap, que ce soit l'origine sociale, culturelle, etc. La circulaire de 2016, qui pose les bases de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Donc ça, je mettrai à disposition de Constellation qui pourra vous transmettre ces documents. C'est toujours bien de rappeler, alors dans toutes les circulaires de rentrée également, on a toujours un petit mot sur la scolarisation des élèves en situation de handicap. C'est toujours bien de souligner que c'est bien inscrit dans toutes les circulaires de rentrée de l'éducation nationale que l'école se doit d'être inclusive quand on a besoin d'appuyer la scolarisation pour un élève en situation de handicap. Les principes issus de la loi de 2005, c'est la compensation du handicap. Comment neutraliser ou réduire le désavantage qui est introduit par le handicap dans l'environnement? Alors, il y a deux notions qui sortent de cette loi de 2005 et de la vision sociétale du handicap. C'est la compensation, qui est la réponse individuelle qui est apportée aux personnes. Une compensation, par exemple, ça va être à l'école d'apporter un accompagnant scolaire pour compenser certains aspects du handicap. Une compensation, c'est le fauteuil roulant pour pouvoir se déplacer. L'accessibilité, c'est une réponse collective que la société doit apporter aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que, pour le coup, supprimer les trottoirs ou mettre des bateaux au trottoir, ça va permettre aux personnes en fauteuil de pouvoir descendre des trottoirs sans difficulté, mais ça va être aussi une réponse collective parce que ça va permettre aux personnes âgées de ne pas avoir à lever la jambe pour descendre le trottoir. Ça va permettre aux personnes avec une poussette de pouvoir descendre plus facilement, etc. Donc, c'est une réponse qui est collective et qui apporte à tous. Il ne faut pas confondre l'égalité de moyens. Tout le monde reçoit la même chose et l'égalité des chances. On compense. Donc à gauche, c'est un traitement égal. Et on voit bien que l'enfant le plus petit, il n'arrive pas à voir parce qu'on a donné pareil à tout le monde. Ça, c'est une égalité de moyens. On donne pareil à tout le monde. Par contre, si sur ces trois caisses, l'enfant le plus grand qui peut voir par-dessus la barrière, on va lui prendre sa caisse et on va la mettre sous l'enfant qui est le plus petit, tous vont pouvoir voir. Donc là, chacun a une compensation à hauteur de sa situation de handicap. L'accessibilité, ça va être de supprimer la barrière. Parce qu'à ce moment-là, quelle que soit la taille de l'enfant, en fait, il va pouvoir toujours voir sans avoir vraiment besoin de compensation. Alors, on peut avoir une accessibilité partielle avec une compensation qui permet d'aller au-delà. Mais voilà, ça, en bout du bout, l'accessibilité étant la réponse collective, c'est la plus adaptée pour gommer le handicap. Alors, l'accessibilité et la compensation à l'école, qui découle de la loi de 2005, donc c'est l'accessibilité de l'école en elle-même. Donc, l'inscription dans la possibilité d'être inscrit dans l'établissement scolaire de son secteur, qu'on appelle l'établissement scolaire de référence. C'est l'accès au savoir, donc des adaptations pédagogiques pour permettre l'accessibilité du savoir à tous. L'accessibilité des locaux, donc là aussi, l'ensemble des locaux et des matériels nécessaires à la scolarisation, et la mise aux normes des bâtiments scolaires, des équipements sportifs, etc., pour être accessibles. La compensation, donc, elle va être individuelle et elle va se décliner en fait en plan personnel de compensation qui est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées, de la MDPH ou de la MDA.
et qui sert de support à l'ensemble des décisions de compensation prises pour une personne en situation de handicap, et notamment au niveau scolaire, qui va être le plan personnalisé de scolarisation. L'attribution d'une AESH, donc comme je disais tout à l'heure, d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, c'est une compensation du handicap. C'est une compensation qui n'est pas forcément complète. C'est une compensation qui peut être partielle. On va pouvoir avoir aussi une compensation par du matériel spécifique, comme par exemple un ordinateur pour un élève qui a des difficultés en graphisme. Ou du matériel spécifique, par exemple, une communication alternative pour un élève qui n'a pas accès à la parole. Ça, c'est de la compensation. Alors, les instances de l'école inclusive. Donc, il est important de connaître les instances de son non, voilà, de connaître, pardon. Il est important de connaître son environnement pour pouvoir agir sur la scolarité d'un élève en situation de handicap, soit qu'on accompagne, soit quand c'est son enfant. Il est important de savoir qui fait quoi et à quelle porte aller taper quand on doit aller taper à une porte. Donc, le système de l'éducation en France se décline en 3 niveaux. Donc, on a le niveau de l'État, où il y a un ministre de l'Éducation nationale au niveau des ministères, et on a également un secrétariat d'État aux personnes handicapées. Donc là, ça va être plus spécifique pour les élèves en situation de handicap, mais pour tout le monde. On a le niveau étatique qui est le ministère. Au niveau handicap également, on a une cellule nationale qui est la cellule aide handicap école qui va pouvoir intervenir au niveau du ministère quand il va y avoir des difficultés à la scolarisation. Au niveau régional, on va avoir le rectorat ou l'académie avec un recteur d'académie. Et au niveau département, on va avoir les services départementaux. Alors, on appelait ça l'inspection académique. Aujourd'hui, ça s'appelle la DSDEN, donc Direction des services départementaux de l'éducation nationale, avec à sa tête un DAZEN, qui est le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, qu'on appelle couramment inspecteur d'académie. Et ensuite, dans ces DSDEN, on a des inspecteurs de l'éducation nationale, généralement, qui sont rattachés à une circonscription territoriale, locale, et un inspecteur de l'éducation nationale, ASH, qui est donc dédié aux élèves à la scolarité des élèves en situation de handicap. Au niveau du département, ce qu'a introduit la loi de 2019 pour l'école de la confiance, c'est une cellule départementale de l'école inclusive. Et donc avec un interlocuteur dédié, et ce service-là est chapeauté par l'IEN-ASH, et dans lequel on va retrouver tout ce qui est gestion des personnels accompagnants, par exemple. Voilà, mais aussi tout ce qui est les conseillers pédagogiques spécialisés sur le handicap, les enseignants spécialisés également. Alors, un conseil que je donne assez souvent quand je prépare les parents à la scolarisation des élèves en situation de handicap, c'est de noter, de toujours avoir sous la main ces coordonnées-là. Donc, l'email du DAZEN et l'adresse de la DSDEN. C'est toujours utile quand on doit envoyer un courrier et rappeler les droits de son enfant au chef. Le mail ou le numéro de téléphone de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription, et celui qui est spécifique sur les élèves en situation de handicap. Il faut savoir que l'IEN de circonscription, c'est lui aussi qui va intervenir sur l'école de secteur. Donc, pour un enfant qui est inscrit dans l'école de secteur en milieu ordinaire, c'est lui, de toute façon, qui est responsable de cette école. L'IEN-ASH, il a plutôt une position qui est transverse et qui va couvrir tous les élèves en situation de handicap du département. Alors parfois, il y a dans certains départements qui sont plus peuplés, il peut y avoir plusieurs IEN-ASH. Donc là, à ce moment-là, ils sont sectorisés aussi.
Alors, j'en ai pas parlé, on a l'enseignant référent également. Donc, en dessous de l'IENASH, il y a plusieurs enseignants qui sont des enseignants détachés de classe, qui ne sont pas dans les classes, mais qui sont là pour accompagner les élèves en situation de handicap, les familles et également les enseignants qui vont les accueillir. Et donc, c'est un espèce de coordinateur de la scolarité des élèves en situation de handicap. Tous les enseignants référents ont un numéro de téléphone, c'est vraiment les interlocuteurs des parents, et donc ils ont un numéro de téléphone professionnel sur lequel on peut les joindre. Généralement, c'est un numéro de téléphone portable professionnel. Ce qui est intéressant d'avoir aussi, quand on a un enfant qui va être accompagné par un accompagnant d'élèves en situation de handicap, qu'on appelle aussi auxiliaire de vie scolaire, c'est d'avoir le numéro de téléphone du coordinateur AESH qui va qui va affecter les accompagnants aux élèves. Et d'avoir aussi le numéro de la cellule départementale de l'école inclusive. Ça permet d'avoir justement les interlocuteurs directement sur tout ce qui est scolarité des élèves en situation de handicap. Alors, comment trouver ces informations-là? Ces informations, vous pouvez les trouver sur le site internet des services départementaux ou de l'académie. Donc, vous aurez la présentation et je vous ai mis un exemple de recherche, par exemple, numéro DSDEN, numéro de votre département. On peut tomber sur le site internet. Alors, parfois, c'est un site qui est un site internet dédié. Souvent, c'est une page dans le site internet de l'académie. Donc, on va pouvoir aussi chercher académie de votre académie pour chercher sur le site tout ce qui va être coordonné des services départementaux. Si vous cherchez plus spécifiquement sur les côtés école inclusive, donc vous pouvez écrire école inclusive, numéro de votre département, ou coordonnées enseignants référents et le nom de votre ville, ou le nom de l'école, avec le nom de la ville généralement. Annuaire ASH, on peut aussi rechercher organigramme DSDEN et numéro du département. Voilà, ça c'est des idées de recherche qu'on va pouvoir faire pour trouver tous ces renseignements. Alors, je suis allée beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Donc, je vais vous laisser la parole, voir si vous avez des questions. Et sinon, je vais enchaîner sur la suite. Ou est-ce que vous voudriez que je revienne sur certaines notions que j'ai vues là? Moi, j'ai une petite question. C'est par rapport aux documents. Est-ce qu'on aura les présentations et tout ça ou un replay après? Oui. Alors, le webinaire est enregistré. Donc, après, il faudra voir avec Constellation comment ils le mettent à disposition. Mais oui, j'enverrai aussi à Constellation les présentations, les supports. Et donc, vous les aurez aussi. Et il y a des commentaires, en fait. Il y a aussi, j'ai ajouté des commentaires dessous et vous aurez il y a des liens aussi que je propose pour aller un peu plus loin dans la réflexion. Ok, bah super. Merci. Je vous en prie. J'avais juste une question. Oui, allez-y. Pour quand vous parlez des écoles près de chez nous, est-ce que ça vaut aussi pour les écoles privées? Publiques ou privées? Ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question. La loi dit que l'élève est de droit élève de l'école publique de son secteur. Ça dépend si l'école est conventionnée ou pas. Donc, le privé sous convention avec l'État ou le privé privé. C'est l'État qui a une obligation de scolarisation des élèves en situation de handicap. Et donc, à ce titre-là, une école privée ne fait pas de la discrimination si elle refuse un élève en situation de handicap.
Dans la réalité, une école privée, pardon, qui n'est pas sous contrat avec l'État. Une école privée qui est sous contrat avec l'État, elle a quand même une délégation de service public et donc elle a aussi l'obligation d'accueillir les élèves en situation de handicap. Dans la pratique, c'est souvent les écoles privées qui sont plus à même d'accueillir des élèves en situation de handicap que parfois l'école publique. Donc, en fait, Je ne sais pas les si vous écoles, avez une question spécifique. Ouais, allez-y. oui, en fait, les écoles privées, même sous l'État, sont pas obligées de prendre mon fils qui était ça, par exemple. Alors, ouais, l'école publique va avoir une obligation, c'est-à-dire que si elle refuse, c'est un refus de droit et c'est une discrimination et donc elle ne peut pas le faire. Une école privée a le droit de choisir, oui. D'accord. Parce que en fait, l'État autorise des écoles privées à exister, mais par défaut, c'est un choix des parents du coup de scolariser dans le privé. L'État reconnaît que l'élève scolarisé dans le privé a une éducation et donc est sous le coup de l'obligation scolaire. Mais par contre, si l'école privée refuse cet enfant-là, l'école publique n'a pas le choix que de l'accepter, D'accord. puisque elle a une obligation de service public. Et comment on peut reconnaître les écoles privées qui sont sous obligation de l'État? Alors, il faut poser la question. Ça, je ne saurais pas dire. Une école comme ça, de nom, vous ne le saurez pas. Il faut poser la question à la direction. Est-ce qu'ils sont sous contrat ou pas? D'accord. Merci. Ok. Je vais aller un peu plus loin sur l'école privée. Donc, l'école privée sous contrat ou qui n'est pas sous contrat, elle va avoir des organisations différentes aussi sur les accompagnants des élèves, sur les auxiliaires de vie scolaire. Certaines écoles sous contrat vont avoir des AESH qui viennent de l'éducation nationale, qui sont sous contrat avec l'éducation nationale. Certaines écoles, alors les privées, non, privées, purement privées qui ne sont pas sous contrat devront embaucher leurs propres accompagnants d'élèves en situation de handicap. Voilà. Donc c'est là aussi il y a une différence qui est notable et qui peut être aussi coûteuse pour les parents parce que l'école privée peut très bien dire bah, il faut aussi financer l'accompagnant parce que votre enfant a besoin d'un accompagnant spécifique. Donc je vais avancer et je vais présenter. Du coup, je vais aller un tout petit peu plus loin parce que j'avais prévu que ça durerait un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. On va avancer. Ça laissera plus de temps pour développer des sujets sur les 2 autres webinaires. Et je vais parler de la prise en compte du handicap à l'école. Je surveille quand même l'heure aussi. Ouais, très bien. La prise en compte du handicap à l'école, quelles sont les démarches qu'on va devoir entamer pour faire accéder l'élève à l'école? Donc tout à l'heure, je parlais de plans personnalisés de compensation. L'école prévoit des aménagements pédagogiques qui sont les plans personnalisés et elle en prévoit plusieurs différents qui sont selon les cas de l'élève pour s'adapter aux spécificités des élèves. Donc on va avoir le PAI qui est un projet d'accueil individualisé qui est en cas de maladie, d'allergie, de demande d'une nécessité de traitement médical et c'est à partir d'un besoin qui est thérapeutique. Le PAI implique le médecin scolaire qui va valider ce protocole, ce projet, pardon, et qui va autoriser, par exemple, l'école à avoir un traitement d'urgence pour l'épilepsie ou d'urgence pour l'asthme, ou autoriser l'école à délivrer un traitement qui serait un traitement de fond que, par exemple, l'élève mange à la cantine le midi et qu'il doit prendre le midi.
Le projet d'accueil individualisé, le PAI, il peut se cumuler avec d'autres plans personnalisés que l'éducation nationale développe. Je vais sauter le PPS pour l'instant, je vais aller vers le PAP. En cas de trouble de l'apprentissage, donc parfois, quand on commence à détecter des troubles 10 ou des choses comme ça, de la dyslexie, etc., l'école peut mettre en place un plan d'accompagnement personnalisé. Ou quand la famille, par exemple, a un diagnostic, un premier diagnostic de trouble 10, ça passe aussi sous l'avis du médecin scolaire et il est élaboré un projet pédagogique particulier, un plan d'accompagnement où on va proposer à l'élève des adaptations pédagogiques. Donc, par exemple, ça peut être une dictée à trous plutôt qu'une dictée où on doit tout écrire. Le PPRE, c'est plus en cas de difficultés scolaires. J'ai un message, je regarde quand même. Ah, ok. C'était Elodie qui me disait qu'elle n'entendait plus. Bon, c'est pas grave. J'espère que tu es revenue, Elodie. En cas de difficultés scolaires, le PPRE, c'est le programme personnalisé de réussite éducative. Donc là, ça va être plutôt avec un retard scolaire qui se cumule. On va mettre en place un programme personnalisé pour soutenir l'élève dans ses difficultés. Le PPS, il est spécifique parce que lui, c'est la MDPH qui va le créer, qui va le rédiger. Le PPS s'impose à l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas l'école, pour le coup, comme le PAP ou le PPRE qui le rédige, c'est la MDPH. Le PPS, donc, c'est le volet scolaire du plan de compensation du handicap que la MDPH va élaborer pour la personne en situation de handicap quand elle est scolarisée. Quand un enfant entre à l'école, donc là je vais parler de début de scolarité, mais c'est valable quand l'enfant arrive à l'école, quel que soit son âge. Mais pour un enfant dont on connaît déjà le handicap et on sait qu'il a déjà un dossier MDPH. Alors en début de scolarité, cet enfant-là, il a un dossier auprès de la MDPH, on va faire un nouveau dossier et on va remplir le volet scolarité du CERFA de demande de prestation à la MDPH ou à la MDA. En parallèle, on va aller inscrire son enfant à la mairie de son domicile, donc normalement à la mairie qui couvre l'école de secteur. La mairie avise l'école qu'elle a des inscriptions, donc ça pour tout élève. Ce qui est bien quand même, c'est de préciser à la mairie que l'élève a un dossier MDPH et qu'il est en situation de handicap, parce que l'école, elle, va mettre en relation l'enseignant référent avec la famille. En début de scolarité, c'est important de faire... alors ça c'est important de le faire dès les inscriptions. Donc là, c'est par exemple pour la rentrée 2023, les inscriptions commencent à se faire en mairie. Et c'est important de le faire à peu près, oui, au mois de mars-avril, parce que ça met du temps. Les dossiers MDPH mettent du temps. J'imagine que vous le savez. La mobilisation de l'enseignant référent, le fait d'organiser une équipe de suivi de scolarité, donc on va en reparler de l'équipe de suivi de scolarité, mais en tout cas une première réunion qui va appuyer la demande des parents sur le volet scolarité, ça met du temps. Et donc, si c'est un enfant qui doit rentrer à la rentrée de septembre et qui doit avoir un accompagnant scolaire, il faut s'y prendre quelques mois à l'avance. Généralement, ça, l'école le sait, et souvent, les enseignants référents, c'est leur période où ils sont bien chargés parce que toutes les nouvelles rentrées vont se travailler en ce moment. Donc, l'enseignant référent, l'école met en relation l'enseignant référent avec la famille, et l'enseignant référent organise une première réunion qui s'appelle donc l'équipe de suivi de scolarité et qui va établir un document qui s'appelle le GEVASCO, qui est un guide d'évaluation pour une première demande de scolarisation. Donc GEVASCO, ça signifie guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation. Il est issu d'un document qui est plus conséquent et qui s'appelle le GEVA, qui est un guide d'évaluation de la MDPH qui concerne en fait tous les aspects de la vie de la personne en situation de handicap.
Si l'école ne met pas en relation les parents avec l'enseignant référent, comme on l'a vu précédemment, on peut toujours trouver les coordonnées de l'enseignant référent du secteur en appelant les services départementaux de l'école, de l'éducation nationale, ou en allant voir sur leur site internet, notamment sur les sections, sur les cellules de l'école inclusive. Je refais rentrer Élodie. Donc, en début de scolarité, pour un enfant qui a déjà un dossier MDPH, dans l'ordre, c'est qu'on l'inscrit à l'école ou à la mairie du domicile. On est contacté ou on contacte l'enseignant référent. L'enseignant référent organise une équipe de suivi de scolarisation pour émettre le GVASCO première demande. Et en parallèle, la famille va remplir un dossier MDPH qui va passer en équipe pluridisciplinaire et qui va faire une proposition de plan personnalisé de compensation qui va passer en commission. Et ensuite, la famille sera notifiée et également l'éducation nationale. Quand, par exemple, on demande un accompagnant de vie scolaire, la famille est notifiée parce qu'on reçoit la notification MDPH avec le nombre d'heures attribuées, etc. Mais l'éducation nationale aussi, eux, ils sont au courant. Ça leur permet de s'organiser aussi pour la rentrée scolaire, pour savoir comment ils vont organiser ça. Et donc, en découle la mise en place du plan personnalisé de scolarisation. On peut demander à être reçu en CDAPH, en commission. Donc, si on souhaite, si on a une demande particulière, si on a vraiment le souhait d'être entendu, si on sent que ça va être compliqué et qu'il va falloir argumenter pour arriver à obtenir ce qu'on souhaite, on peut demander à assister à la commission. Normalement, on doit recevoir 2 semaines à l'avance la date à laquelle sera tenue la CDAPH. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand on fait un dossier MDPH et qu'on souhaite être reçu en CDAPH, c'est bien de l'écrire dans le dossier. On ne peut pas y accéder si on a coché la procédure accélérée, la procédure simplifiée. C'est le seul moment où on renonce au droit d'être reçu en commission. Donc, en théorie, la MDPH doit vous informer 2 semaines à l'avance. Si ce n'est pas toujours respecté, il faut appeler la MDPH pour connaître la date de passage en commission et bien le spécifier donc, dans le projet de vie ou par courrier à la MDPH. La MDPH peut aussi vous proposer, vous convoquer en commission. Vous pouvez refuser d'y aller. Ça ne devrait pas être pénalisant. Moi, ça m'est arrivé de me faire convoquer en commission pour aller soutenir le projet qu'on avait pour la scolarisation de notre fils. À la commission donc de la CDAPH, de la MDPH, on peut se faire accompagner ou représenter. On peut être accompagné d'un membre d'association spécifique au handicap de votre enfant, par exemple. Et il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner. Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, c'est une commission avec une 25 personnes. Ça peut être très impressionnant. Ça peut être éprouvant pour les familles quand on a l'impression de se battre un peu contre des moulins à vent. C'est bien d'être accompagné par un représentant associatif, un ami, quelqu'un qui a déjà été en commission, un représentant de parents d'élèves qui proposerait son aide, par exemple, aussi. Vous pouvez aussi demander à la MDPH la liste des associations qui siègent en commission. Et vous pouvez contacter une de ces associations, peut-être celle qui sera la plus proche. Alors, il y a la moitié de la commission à peu près se constitue d'associations de personnes en situation de handicap, de familles, d'associations de parents d'élèves, etc. Et donc, vous pouvez demander donc, cette liste pour contacter l'association peut-être qui vous paraît la plus pertinente pour présenter votre situation. Ça peut être un appui en commission.
Et si vous, par exemple, vous n'assistez pas à la commission, ça ne vous empêche pas aussi de joindre cette association pour parler de votre cas, pour que quand votre dossier passe en commission, l'association est au courant et sait de quoi il s'agit. Très souvent, alors quasiment systématiquement, la commission ne lit pas le projet de vie, ça c'est l'équipe pluridisciplinaire qui le fait. Et qui émet une proposition de plan personnalisé de compensation. Donc, en fait, la commission va dire très rapidement oui ou non, ça convient ou non, ça convient pas, quoi. Donc, c'est bien aussi de remettre en contexte le cas particulier de votre enfant, par exemple, lorsqu'il passe en commission, quand vous sentez qu'il y a vraiment un besoin. Ou, par exemple, quand vous allez en nouvelle commission parce que vous êtes en recours et que la première commission n'a pas statué ce que vous souhaitiez. Lorsque le handicap est découvert en cours de scolarité, donc ça fonctionne un peu différemment puisque l'enfant, lui, est déjà à l'école. Juste, je me permets, j'avais Oui. une petite question sur le Bien sûr. PPS. En fait, la MDPH, elle ne nous le donne jamais, ce document. Alors, c'est une obligation. Je l'ai mis plus loin, je vais le retrouver. C'est une obligation, le PPS est exigible. D'accord, mais en fait, si on ne ouais. fait pas la demande, il nous le propose, enfin, il nous l'envoie pas. Alors, normalement, ça devrait être automatique. Effectivement, la plupart des MDPH, enfin la plupart, non, je ne vais pas dire ça parce que moi, la mienne m'envoie un PPS. Il est vide, hein, mais il l'envoie. Le PPS, il doit être rédigé par la MDPH parce que c'est le seul document, en fait, qui est opposable à l'éducation nationale. Donc, c'est la MDPH qui évalue les besoins de l'élève et qui dit, voilà la compensation qu'il faut donner pour le volet scolaire. Si la MDPH ne fournit pas ce document-là, en fait, l'école, elle n'est pas censée savoir ce qu'elle doit faire avec l'élève. Parce que l'école, elle n'est pas censée connaître le handicap de l'élève et la MDPH, en fait, ce PPS, c'est une espèce de traducteur du besoin de l'enfant élève vers l'école. D'accord, donc en je vais fait, en nous, reparler on un tout devrait petit peu plus l'avoir. loin. Ouais. Nous, on devrait l'avoir, Oui. mais l'école aussi, c'est ça? Oui, Ah oui. exactement. Donc, Je vais en reparler un peu plus loin et je vais le développer. Ok, pas de Ouais. souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je reviens en cours de scolarité. Lorsque le handicap apparaît, donc l'élève est déjà à l'école. Souvent, c'est l'école, mais ça peut être aussi les parents qui demandent une équipe de suivi de scolarité. Donc, c'est une première réunion également qui rassemble l'école, l'enseignant référent, la famille et d'autres intervenants si nécessaire. Ça, on pourra en reparler dans le troisième webinaire. Je parlerai des personnes qui peuvent être présentes en équipe de suivi de scolarité. En parallèle, la famille aura monté un premier dossier, aura donc rempli son volet scolarité et l'aura déposé à la MDPH. Donc, ça serait un premier dossier dans ce cas-là. À l'issue de l'ESS, on a le GEVASCO première demande qui va être émis et qui va aller appuyer la demande de compensation auprès de la MDPH. Donc, dans l'ordre, ça change un peu. C'est l'école ou les parents qui contactent l'enseignant référent, qui provoque l'équipe de suivi de scolarisation, qui fournit le GEVASCO de première demande. Et ensuite, il y a le passage en commission, enfin, par la proposition par l'équipe pluridisciplinaire et le passage en commission du plan personnalisé de compensation et la famille est notifiée et également l'éducation nationale. Et donc, je le souligne encore ici, à l'issue de ça, l'école doit mettre en place le plan personnalisé de scolarisation. Donc ensuite, au fil de l'eau de la scolarisation, on va continuer à mettre à jour le GEVASCO. Donc, on va le mettre à jour par un document qui est un peu différent du première demande, mais qui va être un GEVASCO réexamen, qui va faire un peu le suivi de l'élève pendant sa scolarisation. Et on peut faire généralement 1 à 2 équipes de suivi de scolarisation par an. Au moins une, c'est obligatoire.
et qui va préparer l'année scolaire suivante, souvent. Alors souvent, elles se font assez tôt parce que ben, justement, comme je disais tout à l'heure, les enseignants référents, là, ils vont être très sollicités justement sur les rentrées scolaires à partir du mois de mars-avril. Et donc souvent, quand l'élève est déjà à l'école, les équipes de suivi de scolarisation, notamment quand il s'agit d'orientation scolaire, ils vont se faire assez tôt en décembre, janvier. Parfois, c'est très tôt hein, pour décider d'une orientation scolaire, mais ben, les délais auprès des MDPH et la disponibilité des enseignants référents font que ben, parfois, ces équipes de suivi de scolarité se tiennent très très tôt. Au niveau de l'équipe de suivi de scolarisation, donc c'est très cadré, l'équipe de suivi de scolarisation. J'en reparlerai aussi dans le 3e webinaire. C'est un suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation du PPS, et c'est tout. Et donc, en fait, si on n'a pas ce PPS, c'est très important parce qu'en fait, on ne peut pas évaluer la présence de l'élève ou l'efficacité de l'enseignement auprès de l'élève parce qu'on n'a pas de notion de comparaison, en fait. On ne peut pas savoir parce que le PPS, normalement, c'est ce qui est préconisé par la MDPH pour la scolarisation de l'enfant. Les équipes de suivi scolarisation, donc au fur et à mesure de l'école, permettent de modifier les aménagements. Donc on regarde, on évalue le PPS et on dit, par exemple, le PPS dit AESH sur le temps scolaire, on va aller dans les deux sens, on va dire par exemple sur la totalité du temps scolaire et finalement ça se passe plutôt bien et on se dit, bon bah potentiellement l'élève n'a pas forcément besoin d'un accompagnant de vie scolaire sur la totalité de la scolarité, mais par contre il en aurait besoin quand on aborde telle ou telle matière. Euh, et ben, on va proposer une modification des aménagements pour n'avoir l'accompagnant scolaire que moins de temps. Généralement, ça va plutôt dans l'autre sens. Hein, c'est que on a pensé que l'élève aurait besoin de pas tant, où la MDPH a préconisé un certain nombre d'heures et finalement, bah, l'élève en aurait besoin sur la totalité du temps scolaire. C'est l'ESS qui va évaluer tout ça et qui va dire bah non, il y a besoin de plus ou de moins, etc. On a besoin aussi de solliciter la MDPH dans les cas de changement d'orientation, pour une orientation vers une classe Ulysse, par exemple, ou pour une orientation vers une unité d'enseignement spécialisée ou des choses comme ça. Et toujours, à ce moment-là, quand il y a une modification quand il ne se passe rien et qu'on continue comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un dossier MDPH supplémentaire. S'il y a une modification des aménagements ou un changement d'orientation, pour le coup, ça repasse en équipe pluridisciplinaire et en commission de la MDPH. Donc, je vais venir tout de suite. Non, je vais passer à la MDPH. Donc, au niveau. Donc, la MDPH est un acteur incontournable de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Les orientations possibles données par la MDPH, donc c'est le milieu ordinaire s'impose à tout le monde. Le milieu ordinaire, c'est par défaut tout élève, donc la loi de 2005, tout élève est scolarisé dans l'école de son secteur. Par contre, pour avoir une compensation du handicap, la MDPH va apporter une orientation, par exemple, en milieu ordinaire, mais avec un accompagnement. Donc, on parle là d'inclusion scolaire en milieu ordinaire, avec typiquement un accompagnement humain, donc un AESH, ou alors une orientation vers une classe spécifique ou un dispositif spécifique, donc les unités d'enseignement maternel, élémentaire, les ULIS. Et là, c'est une notification, donc c'est la CDAPH qui va dire orientation vers un dispositif ULIS, par exemple. Une orientation vers le milieu médico-social, donc tout ce qui va être IME, IEM, etc. Et donc là, il faut absolument une notification de la MDPH pour pouvoir entrer dans ces établissements. On peut avoir, alors c'est encore dépendant, il y a des MDPH qui ne font plus de double notification, il y a des MDPH qui font encore des doubles notifications, ça dépend beaucoup de l'existence de solutions sur le terrain. Moi, j'habite dans le Gers. On a à peu près 4-5 IME. Le plus proche de chez moi est à 50 km. Donc, en fait, nous, on a une double orientation. Parce qu'on n'a pas de place en IME, par exemple, et que, ben, avec
une orientation seule en IME, en étant en attente d'une place en IME, on n'aurait que le choix d'aller en milieu ordinaire sans accompagnement, si on n'avait pas une double notification. Donc, à ce moment-là, on a souvent une notification IME, par exemple, et en attente, on a milieu ordinaire avec accompagnement ou dispositif spécifique comme Ulysse. Il y a des MDPH qui ne le font plus. Alors, c'est assez. Alors, le fait qu'on ait des MDPH qui sont territorialisés, hein, qui sont départementalisés, les traitements sont assez inégaux d'un territoire à l'autre. Et donc, parfois, on a des MDPH qui ne font pas de double notification. L'orientation, elle ne peut pas être imposée aux parents. C'est-à-dire qu'elle est demandée par les parents via le dossier ou le GEVASCO. Elle est proposée par l'équipe pluridisciplinaire, elle est notifiée par la CDAPH, mais elle ne s'impose pas aux parents. C'est-à-dire que chaque fois, il faut l'accord des parents. La CDAPH, la commission de la MDPH, elle notifie sa décision d'orientation. Ce qui est certain, c'est qu'elle s'impose aux établissements scolaires ou aux établissements et services du secteur médico-social. C'est-à-dire qu'une orientation en IME, elle s'impose au fait qu'on puisse rentrer dans un IME. Alors, il y a toute une problématique de liste d'attente, mais il faut une notification de médico-social pour entrer dans le médico-social. Par contre, la notification ne s'impose pas aux parents. C'est-à-dire que si la CDAPH, contre votre avis, a émis une orientation vers du médico-social et que vous souhaitez que votre enfant soit à temps partiel ou à temps complet scolarisé en milieu ordinaire, cette orientation, elle ne s'impose pas à vous. Les parents, vous avez toujours d'autres choix possibles jusqu'à la scolarisation à domicile ou dans un établissement scolaire qui accepterait l'enfant sans tenir compte de la préconisation de la CDAPH. Et c'est là, quand on parlait tout à l'heure d'écoles privées, que parfois on peut trouver une école privée qui accepte l'enfant et donc à ce moment-là, l'enfant a une solution de scolarisation. Il reste sous le coup de l'obligation scolaire, pas de problème. Le libre choix d'éducation est inscrit dans la Constitution et dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, seul un juge aux affaires familiales qui serait saisi peut décider d'une orientation éducative hors de l'avis des parents. Excusez-moi. Oui. De vous interrompre. Est-ce que vous reviendrez sur ce sujet-là? Parce que moi, j'ai un gros problème sur ce sujet-là, justement. Sur oui. les médico-social. Je voulais savoir si dans les deux autres. Ouais, ça fait pas forcément partie, le médico-social du coup des webinaires, mais ça, on peut peut-être en discuter aussi. Bon, là, vous voyez, j'ai passé plus de temps. Je vais rajouter pour le prochain webinaire, je l'aborderai encore. Ah oui, ce serait bien. Je vous donnerai mon adresse email, comme ça, si vous avez des questions spécifiques, je pourrais les aborder aussi, tant qu'elles restent un peu générales aussi pour le webinaire. Je pourrais les aborder au prochain webinaire. Par rapport à ce que vous dites, par rapport au centre médico-social, moi, je ne me retrouve pas et lui, il a été obligé d'y aller. En fait, c'est pour ça que je voulais savoir si vous avez. Alors, il y a des solutions, effectivement, il y a des solutions. On peut déclencher des dispositifs auprès, notamment des PAG, je ne sais pas si vous connaissez, auprès de la MDPH pour trouver une autre solution. D'accord. Donc, oui, on abordera la question. Je vous remercie. Je vous en prie. Je reviens sur le plan, pour terminer, sur le plan personnalisé de scolarisation. Donc, le PPS doit être rédigé par la MDPH. C'est une obligation de la MDPH. Il est exigible par les parents auprès de la MDPH. Si le PPS est absent de votre notification, alors par contre, il n'est pas toujours mis à jour. Donc, il faut faire attention à ça. Revérifiez toutes vos premières notifications. Si vous n'en avez jamais eu, par contre, vous pouvez faire un recours auprès de la MDPH pour avoir le PPS, car c'est le seul document qui est opposable à l'éducation nationale. Et vous pouvez l'exiger en adressant un courrier en recommandé avec accusé de réception. Si vous allez, alors je vous
ferai une liste aussi de sites intéressants si vous allez sur Toupim, mais peut-être que Constellation peut vous proposer des modèles de courrier là-dessus. Grosso modo, vous demandez que conformément à l'article 112-2 du Code de l'éducation, etc. Donc, il y a plein de codes, d'articles du Code de l'éducation, de l'action sociale et des familles qui statuent sur le PPS et donc qu'il doit être rédigé. Vous pouvez aller jusqu'au recours du tribunal administratif pour application de la loi. Et encore une fois, le document, c'est écrit PPS dessus, c'est ça? Enfin, Plan personnalisé de scolarisation, oui. d'accord. Ouais. Ça veut dire si Contrairement... si jamais on le Oui. demande, ouais, si Allez-y. on le demande par téléphone, ça ne suffit pas. Enfin, c'est pas. Si vous pouvez vous pouvez escalader, vous pouvez le demander par téléphone. Si on vous dit non, on ne vous donnera pas. Là, vous pouvez faire un courrier, une mise en demeure par courrier recommandé. Ce qui est obligatoire aujourd'hui pour aller de toute façon au tribunal administratif, vous êtes obligé de faire un recours administratif préalable. Et donc, c'est une mise en demeure avec accusé de réception, avec une date. Alors souvent, hein, dans ces mises en demeure, il faut mettre une date butoir. Alors, il faut leur donner le temps de le faire parce qu'on sait que les MDH, elles ont des temps longs. Mais normalement, de toute façon, pour passer en commission, l'équipe pluridisciplinaire, elle a dû écrire un PPS. Donc, normalement, vous devriez l'avoir. Il y a donc très très récemment, là, 17 janvier 2023, la Cour d'appel d'Amiens a donné raison à une famille qui demandait à la MDPH de transmettre un PPS qui lui avait refusé et donc elle a eu gain de cause. Et le tribunal administratif a obligé la MDPH à transmettre le PPS. En essence, parfois, ça peut être un principe parce que parfois, le PPS, il peut être très creux. Donc, il faut aussi faire attention à ce que, alors, à minima, le PPS rappelle le besoin d'accompagnant scolaire sur le temps, sur une durée donnée. Ça, c'est un minimum à avoir dans le PPS. Quand il y a des enfants avec des difficultés d'apprentissage, c'est bien que le PPS, alors ça, je vous en reparlerai la prochaine fois, que le PPS préconise une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. J'en reparlerai au prochain webinaire. Donc ça, c'est une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. Grosso modo, c'est l'enseignant qui va dire, je prends l'élève là où il en est, voilà mes objectifs pédagogiques, ils vont être différents des objectifs pédagogiques des autres élèves de cette classe-là parce qu'il ne peut pas suivre à la même vitesse. Et donc, je vais avoir comme ça des objectifs peut-être plus précis, plus raisonnables, plus adaptés à l'élève. Ça, c'est important aussi que ça y soit quand on a vraiment des élèves qui ont des difficultés particulières à l'école, parce que ça oblige l'enseignant à avoir ses objectifs d'apprentissage écrits sur papier. Mais j'en Excusez-moi. reparlerai la prochaine fois. Oui. Oui, j'ai pas bien compris le premier point qui doit obligatoirement être dans le PPS. C'est possible de répéter? La présence d'accompagnants scolaires. La notification d'AESH, donc accompagnement scolaire sur une durée, donc avec un nombre d'heures ou sur la totalité de la scolarité, par exemple. C'est en plus de la notification de la MDPH en elle-même. Oui, Elle parce que doit la apparaître sur le notification... PPS. Alors, de toute façon, si c'est notifié, vous pouvez le faire valoir. Mais normalement, à minima, si c'est notifié, ça doit être dans le PPS. Ok. Voilà. Après, les deux sont complémentaires. La notification, normalement, elle n'est pas opposable, alors que le PPS, juridiquement, en fait, le PPS est opposable à l'éducation nationale. Donc, normalement, c'est remis dedans. C'est la première chose qui est souvent mise dans le PPS. Et pour terminer, les voies de recours auprès de la MDPH. Donc, si vous obtenez une orientation que vous n'avez pas demandée ou que vous ne souhaitez pas, si le nombre d'heures d'accompagnant scolaire ne correspond pas à ce que vous attendiez ou ce que vous pensez être nécessaire pour votre enfant, voilà, tous les cas où vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la MDPH, l'ordre des contestations se fait dans cet ordre-là. Alors, la conciliation, elle peut se faire à tout moment.
Mais sinon, avant tout recours auprès des tribunaux, il faut faire un recours administratif préalable obligatoire, ce qu'on appelait en fait avant le recours gracieux. Donc c'est simplement, en fait, quand vous recevez votre notification MDPH, souvent au dos ou avec un courrier joint, vous avez les voies de recours. Donc généralement, c'est le RAPO, c'est une lettre recommandée avec un accusé de réception qui dit je ne suis pas d'accord, je veux repasser, je veux que le dossier soit réévalué. On peut aussi faire intervenir un conciliateur de la MDPH qui est une personne qui s'appelle personne qualifiée, qui est indépendante de la MDPH et dont vous devez trouver les coordonnées sur le site de votre MDPH. Vous pouvez la contacter, cette personne, en disant, voilà, moi j'ai un problème avec la commission, ils ont notifié quelque chose que je n'ai pas demandé ou avec lequel je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est un conciliateur, il peut proposer un réexamen à la commission directement et il va vous expliquer, parfois ça sert aussi d'expliquer pourquoi la MDPH a émis cette notification et comment faire, quelles sont vos possibilités de réponse, en fait. Voilà. Et ensuite, voilà, si vraiment vous avez fait un recours, que vous êtes encore débouté de votre recours et que vous n'êtes toujours pas d'accord, vous pouvez aller en contentieux auprès des tribunaux. Et selon la décision que vous contestez, c'est soit le tribunal administratif, soit le tribunal de grande instance. Dans la présentation, vous aurez un lien vers les types de décisions que vous pouvez contester selon vers quel tribunal se tourner. Et il est 22h pile. Alors, non, c'est pas le 18 avril, le prochain webinaire, pardon. Le prochain webinaire, c'est... Si, c'est le 18 avril. C'est ça. Pardon. C'est la bonne date. Je peux répondre encore à quelques questions si vous en avez. J'ai bien noté le besoin sur l'orientation en milieu médico-social. Il y avait une question dans les commentaires. Ah, pardon, parce que du coup, j'avais ma présentation. Ouais. Quelles sont les différences entre PPS, PEP3 et PPA? Alors, le PPA, ça va être le plan personnalisé projet personnalisé des apprentissages. Oui, ce que je n'ai pas dit quand j'ai présenté les plans, c'est que le PAI est généralement indépendant. On peut avoir un PAI et un PAP. Alors, le PPA, je ne sais pas. Le PEP non plus. Je connais le PPRE et le PAP. Si vous avez une explication un peu peut-être plus poussée, Angélique ou Julien, sinon je ferai une recherche. Je me le note. Oui, ce que je disais dans les plans, par exemple, le PAI. Ah oui, excusez-moi, je termine. Le PAI peut se cumuler avec le PAP ou le PPS, mais en fait, quand on ne cumule pas un PPS et un PAP. Le PAP, c'est un premier pas avant qu'un élève ait eu un dossier MDPH. À partir du moment où il a un dossier MDPH, c'est plus le PAP qui fait foi. Normalement, ce qui devrait être dans le contenu du PAP se retrouve dans le PPS. Il y avait quelqu'un qui allait commenter. Je vous laisse parler. Moi, je voulais reposer une question sur l'école publique. Avec, par exemple, bon, j'ai 15 heures d'AESH. Je voulais savoir si je pouvais demander à l'école publique, éventuellement si je le mettais en école publique, s'ils pouvaient le prendre plus des 15 heures, parce que 15 heures d'AESH pour du primaire, c'est vraiment dérisoire. Ouais. Et je voulais savoir si les écoles publiques, parce que privées, ça je suis moins sûre, même s'ils sont sous l'État, mais publiques, s'ils pouvaient le prendre plus des 15 heures d'AESH qu'il a. Alors, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils ont l'obligation. Alors là, moi, je vous parle dans la théorie, hein. D'abord, et après, on verra dans la pratique.
la MDPH, elle notifie 15 heures. Ça ne veut pas dire que votre enfant ne peut aller que 15 heures à l'école. Il a 15 heures d'accompagnant, mais ça veut dire que comme tout élève, il a le droit d'aller sur la totalité du temps scolaire à l'école. Souvent, les écoles, ça les ennuie un peu d'avoir les élèves sans AESH parce que ça peut être compliqué dans les classes, mais c'est un droit. Donc, vous avez deux recours possibles. Vous pouvez de toute façon dire à l'école, vous n'avez pas le choix, même s'il n'a pas d'AESH notifié. Si vous le refusez sur ce temps scolaire, c'est de la discrimination. Et vous pouvez aussi demander une augmentation des heures à la MDPH. Ouais. D'accord. Voilà. Et la Après, voilà. MDPH de la Loire-Atlantique, c'est très très compliqué avec eux. Mm. C'est très très compliqué la Loire-Atlantique. On a des gros problèmes avec la MDPH. Vous avez beaucoup de délais aussi? 6 mois. Ouais, clairement. Ah oui. Ah oui, donc c'est Ah pas ouais, très je réactif confirme. non plus. Non. C'est-à-dire que les demandes, il faut les prévoir longtemps à l'avance, mais on ne sait pas comment va se passer en attendant la scolarité de l'enfant. Mhm. C'est très Ah, ça, j'en parlerai aussi dans le deuxième webinaire, notamment au niveau des PIAL. Normalement, l'éducation nationale, elle doit pouvoir justement. Les PIAL ont été créés, donc c'est des poules d'AESH. Ils ont été créés pour pouvoir anticiper des évolutions de nécessité, par exemple, de temps de scolarité avec plus d'heures d'AESH. Dans la pratique, ils sont tellement débordés que ils n'ont jamais suffisamment d'AESH pour plus de temps que ce qui est notifié par l'éducation nationale. Sur un malentendu, ça peut arriver que l'AESH, par exemple, qui s'occupe de 15 heures de votre fils, elle fasse rien d'autre elle fasse que, elle n'accompagne que votre enfant et potentiellement, rien n'empêche l'éducation nationale de dire je vais faire accompagner votre enfant plus de temps que ce que la MDPH a notifié. C'est pas restrictif en fait. Souvent, l'éducation nationale récupère alors sur 15 heures, c'est des contrats, les AESH ont des contrats de 20 heures. 24 heures, pardon, et donc elles vont récupérer ces 9 heures et elles vont dire bon, tu fais 8 heures avec en AESH mutualisé, par exemple. Donc, effectivement, avec de la chance, ça peut arriver qu'effectivement l'AESH n'ait pas d'autres enfants à gérer et qu'elle puisse le faire sur plus de temps. D'accord. Ça, c'est une discussion avec du coup l'enseignant référent et le coordonnateur AESH. D'accord. Voilà. Là, ça peut vous paraître aussi très, très, très utopique, hein, tout ce que je dis. Je suis consciente de la réalité, puisque donc, j'ai un fils qui est scolarisé aujourd'hui en Ulysse Collège. Dans la réalité, ça dépend beaucoup, beaucoup du terrain. Ça dépend beaucoup, effectivement, des MDPH que vous avez en face. Ça dépend beaucoup des volontés des écoles. On peut bien tomber comme on peut mal tomber. Et donc, après, dans la pratique, moi, ce que je vous présente ici, c'est vraiment le droit et tous les droits que vous pouvez faire valoir. Et ensuite, ça va être au cas par cas. Et du coup, les accompagnants de Constellation, ils pourront au cas par cas agir également. Par exemple, en collège Ulysse, on n'a pas le choix du collège, en fait. On peut pas dire Alors non, ça effectivement, correspond pas. Ouais, on peut pas changer de collège. alors ça dépend parce qu'il y a des Ulysses qui sont typés comme des troubles des fonctions motrices, par exemple, ou un élève qui n'aurait pas de troubles de fonction motrice n'aurait pas de sens à être dans ces Ulysses-là. Après, sur deux Déjà, collèges qui sont dans votre environnement local, vous pouvez avoir un collège qui va avoir l'Ulysse et l'autre qui n'en a pas. Donc, de toute façon, là, vous n'avez pas le choix. ouais, quand il y a 2 collèges qui ont une Ulysse, en fait, on n'a pas de choix. Enfin, apparemment, moi, je peux pas changer d'école. Enfin, je peux pas changer mon fils d'école. Et normalement, c'est votre collège de secteur comme un élève ordinaire Ouais. dans lequel l'élève doit aller. Ouais. Après, c'est Ouais, une c'est question de compliqué. place aussi. Ça peut être une question de place aussi parce que s'il y a un collège qui a une Ulysse qui est pleine et l'autre qui n'est pas pleine et qu'il y a un élève qui arrive, ils vont forcément le mettre dans celui qui a encore de la place.
Est-ce que vous développerez dans les prochains webinaires aussi les enseignements Ulysse, justement, ce qu'on peut oui, attendre d'eux? je le note, puisque j'aurai du temps supplémentaire que j'ai Super. utilisé aujourd'hui. Donc, je vais développer sur les Ulysse, si vous voulez. Ouais, je veux bien sûr les fonctions aussi, parce que aujourd'hui, moi, je me pose la question. Mon enfant, on est en train de me dire que comme il se lève, qu'il écrit pas bien, qu'il n'a pas sa place en Ulysse. Je me pose la question parce que évidemment, il n'est pas en Ulysse pour rien, mais il a des compétences et on les met pas en avant. Enfin, voilà, donc on me sort beaucoup de négatifs. Je suis Oui. assez. Ouais, c'est la réalité de beaucoup de familles où effectivement, plutôt que d'aller souligner les capacités des élèves, on va plutôt souligner les déficiences pour dire bah, c'est pas sa place. C'est ça. Et effectivement, et je comprends votre problématique aussi de dire bah, est-ce que je peux aller dans une autre liste qui me paraît peut-être plus adaptée ou en tout cas plus ouverte à mon fils et ouais, là c'est compliqué. Ça peut se discuter. Oui. Si vraiment l'Ulysse, si l'Ulysse de votre collège de secteur dit nous on ne le veut plus et que vous arrivez à argumenter, je ne sais pas si ce que vous avez déjà fait, hein, il y a beaucoup de stratégies en fait finalement dans ça. Je vais en parler dans la troisième partie hein, sur l'équipe de suivi de scolarité. Il y a énormément de stratégies et de négociations qui entrent en jeu. Et du coup, bah, ça peut être donné un peu pour récupérer à côté. Donc dire, bah oui, ok, moi, il sort de cette Ulysse, mais vous me mettez dans l'autre, par exemple. Je ne sais pas ce que vous avez tenté. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on n'a enfin, il est en 6e, donc jusque-là, la classe Ulysse lui correspondait très bien. C'est l'entrée au collège qui pose souci. Mais pour l'instant, on n'a rien tenté. Enfin, on est un peu démunis, en fait. Hein. Après, voilà, les webinaires vont vous apporter. Ouais. Allez-y. Oui, quand nous on demande qu'est-ce qui peut être mis en place pour justement que ce soit adapté à Raphaël, enfin, il n'y a rien qui sort, quoi. Comment on fait pour l'aider? Il n'y a rien, quoi. Donc, c'est un peu déroutant. Je comprends. Bah, les webinaires, ils vont vous apporter un peu voilà, d'informations, en tout cas, sur ce que vous pouvez négocier, ce que vous pouvez, ce qui est non négociable parce que c'est le droit, la façon dont on peut effectivement amener les choses. Et après, voilà, c'est tout un accompagnement aussi. Je pense que bah, Constellation, de toute façon, les personnes de l'association, je vais aussi intervenir auprès d'elles pour tout ce qui est équipe de suivi de scolarité. Et puis, voilà, pour qu'elles vous accompagnent. Au cas par cas. Après, voilà, c'est vraiment au cas par cas et au cas par cas de la famille, de l'enfant, euh, comment dire, de l'établissement, des personnes qui sont dans l'établissement, c'est vraiment très dépendant, en fait. D'accord, Mais merci beaucoup. avec les établissements que je vois l'ITEP, quand je demande à ce qu'une intervenante de Constellation vienne, ils sont dans le refus total. Et on est démunis par rapport à ça. Démunis parce que je me retrouve seule devant eux et c'est impressionnant. Ouais. C'est un peu, je déborde hein, du thème du webinaire, hein, mais c'est vrai que c'est la position de force qu'ont certains établissements médico-sociaux. De dire aussi, ben, de toute façon, il n'y a plus que nous, et si vous ne restez pas avec nous et que vous ne faites pas ce qu'on veut, ben, finalement, vous n'avez plus de solution, quoi. Exactement. J'espère que ça va vous, voilà, que mes interventions vont pouvoir vous apporter quelques informations et que voilà, la Constellation va pouvoir vous aider aussi à côté. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais vous souhaiter une bonne soirée.